Entre le XIIIe et le XIVe siècle, un certain Marco Polo faisait un voyage pendant 22 ans de plus de 22 000 km qui fascinera l'Occident. Cependant, un an après la mort de l'explorateur vénitien, un homme, alors juste parti en pèlerinage pour la Mecque, se lancera dans un voyage de plus de 120 000 km. Ibn Battuta fut l'un des explorateurs les plus prolifiques de l'histoire, permettant au monde arabe de découvrir des territoires alors inconnus, mais donnant aussi d'importantes informations aux historiens d'aujourd'hui. Ibn Battuta a voyagé pendant 30 ans sans rien noter de son périple. Ce n'est qu'en 1354 qu'Abu Inan Faris Ben Ali, sultan des Mérinides, lui demande de conter ses histoires. L'œuvre, écrite par le lettré Ibn Juzay, n'est pas un journal de bord précis. Ibn Battuta nous propose donc un récit à la fois important historiquement, à bien des égards, mais en même temps mensonger à d'autres. En 1325, à 21 ans et après avoir étudié le droit musulman, Ibn Battuta se lance dans le Hajj, le pèlerinage vers la Mecque. Une fois arrivé en Terre Sainte, Ibn Battuta aurait pu rentrer chez lui comme la plupart des musulmans, mais non. Pour des raisons inconnues, l'explorateur décide de reprendre ses aventures en explorant la mer Rouge et la côte est-africaine, lieu de conflits intenses que les Arabes méconnaissaient. Après un voyage de 2 ans où Ibn Battuta ne s'attarde pas trop, l'explorateur, selon ses dires, se retrouve en Asie mineure. Certains points, à cet endroit, semblent obscurs, voire peu crédibles, notamment sa déviation à Erzurum, où il décrit des rivières qui en réalité n'existent pas. Ibn Battuta remonte ensuite vers la Russie et apporte un des seuls témoignages de l'époque sur la Horde d'Or, ancien territoire de Jochi, fils aîné de l'empereur Genghis Khan et converti depuis peu à l'islam. La suite du voyage paraît abstraite. Ibn Battuta aurait réussi à faire 1000 km en 10 jours, mais aurait aussi rencontré l'empereur byzantin Andronique II, qui était pourtant déjà mort. Nous sommes désormais en 1332, et après quelques mois à Constantinople, Ibn Battuta remonte la Volga pour visiter Saraï avant de se rendre en Transoxiane. Dans ces régions, en raison de sa bonne conduite, Ibn Battuta est visiblement bien traité. Continuant sa route avec d'autres possibles mensonges, Ibn Battuta arrive en Inde, où pour la première fois, notre explorateur se pose en devenant cadi du sultan. Ibn Battuta devient alors un historien hors pair, capable de décrire la vie indienne avec précision, mais bon, face à l'instabilité du sultan qui le voit un jour comme son plus grand ami et l'autre comme un traître, Ibn Battuta s'embarque dans la délégation à destination de l'empereur chinois Togun Tomor. Sauf qu'une fois dans l'eau, c'est le drame. À cause des aléas de la mer, le bateau coule et Ibn Battuta est l'un des seuls survivants. Effrayé à l'idée d'être puni par le sultan, l'explorateur fuit Delhi et atterrit aux Maldives, à Malé. Là-bas, il devient cadi. Sauf que dans ce pays tout nouvellement musulman, ses jugements ne passent pas. Ibn Battuta quitte alors les Maldives pour le Sri Lanka avant d'aller finalement en Chine. Au vu des approximations, ce dernier voyage fait polémique. Il se peut que notre explorateur soit allé jusqu'à Quanzhou, mais il se paraît peu probable qu'il ait réussi à atteindre Pékin comme il le revendique. Dès lors, Ibn Battuta se lance dans un voyage pour retourner vers sa patrie. Sauf que depuis 1346, la peste noire a pointé le bout de son nez et décimé les populations arabes. Il redécouvre les villes explorées à l'aller sous un nouvel angle, dans des lieux dépeuplés où la mort est devenue omniprésente. Il retournera par la suite à Tanger avant de repartir pour 2 derniers voyages. Un petit en Andalousie avant de visiter l'Empire du Mali. Cependant, pour cette dernière excursion, plusieurs zones d'ombre restent. Que ce soit sa traversée du Sahara exceptionnellement rapide, sa description du Mansa et des paysages approximatifs. Une fois ces voyages terminés, nous ne savons plus grand-chose d'Ibn Battuta. Et même sa date de décès reste sujet à caution. Malgré toutes les hésitations, les plagiats et les très probables mensonges, le Rihla d'Ibn Battuta est encore aujourd'hui une référence pour comprendre la pluralité du monde musulman du XIVe siècle. Ces voyages servirent de référence pour de nombreux explorateurs musulmans, et ces 120 000 km, même tronqués, restent un exploit impressionnant et inégalé.